Bonjour François, Bonjour Johan, donc enchanté de te recevoir pour faire cette interview. je suis ravi moi aussi. Donc on va découvrir ton univers ensemble. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement et parler de tes deux axes dont tu aimerais nous faire part aujourd'hui? Je suis François Secaldi, je suis installé à Lyon depuis maintenant 2006. Oui, Avant j'ai un petit peu parcouru le monde. Il y a effectivement d'un côté le milieu de la mer, des dauphins mais pas que, parce que j'aime aussi les requins, les raies, enfin, tous les animaux qui vivent dans la mer. oui. Et puis il y a effectivement aussi la thérapie, les techniques de thérapie alternative que j'utilise en cabinet, dans mon cabinet à Lyon. Alors, la mer, ça a été longtemps, de toute ma vie, ça a été quelque chose qui a été important pour moi. Je suis né au bord de la mer, et puis je suis un enfant du Grand Bleu, de Flipper le Dauphin, de Oum le Dauphin, de toute cette génération-là. Oui, Et ça a toujours été pour moi un rêve. Mais j'ai toujours cru que c'était quelque chose qui était inaccessible, jusqu'au jour où j'ai commencé à investiguer sur moi avec justement des techniques un peu alternatives. La première, la plus importante, ça a été le rebirth, où je me suis formé à cette pratique de respiration qui m'a permis de libérer des émotions et beaucoup de blocages, jusqu'à me dire, mais aujourd'hui, je veux vivre mes rêves. Et c'est ce qui a fait que en 98, j'ai décidé d'aller à la rencontre des dauphins. Donc j'ai fait des recherches. oui, Et comme je ne connaissais pas encore vraiment ce milieu, j'ai décidé d'orienter ma recherche vers les dauphins ambassadeurs. Les dauphins ambassadeurs, ce sont des dauphins ils ont vécu un traumatisme et ils vont chercher à recréer leur groupe social, mais avec des humains. Parce que ils ont besoin d'avoir des individus autour d'eux pour un équilibre. Après, je ne pourrais pas dire que c'est un équilibre émotionnel, parce que là, je serais vraiment dans de l'anthropomorphisme. oui. Mais il y a besoin effectivement d'avoir d'autres individus autour. Donc quand ils n'ont plus de groupe de dauphins, ils vont chercher d'autres mammifères. Et ils viennent en général au contact des humains. Aujourd'hui, je n'amène plus les groupes à la rencontre des dauphins ambassadeurs, mais Oui, je les emmène à la rencontre des dauphins sauvages, oui, des baleines, des requins-baleines, des raies, voilà. Découvrir le milieu marin, oui, sachant que les dauphins, c'est un rêve, c'est comme les baleines, hein, c'est quelque chose qui est magnifique. À chaque fois qu'on rencontre un de ces animaux-là, intérieurement, c'est une transformation, c'est une explosion de joie qui est assez phénoménale et difficilement explicable. Donc, je pense que tu le vois, oui, je le on le sens, ressent. je le ressens, voilà. Donc, c'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer, qui m'a toujours fait vibrer et que j'ai envie de transmettre, et surtout, j'ai envie de permettre aux personnes qui me font confiance, eh bien, de vivre ce genre d'expérience. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement les personnes qui viennent avec toi? Quel est l'objectif au-delà de la découverte des dauphins? Est-ce qu'il y a des objectifs ou des attentes particulières? Oui, il y en a souvent énormément. Il y a énormément de gens qui ont envie de toucher les dauphins. D'accord. Ouais. Eh ben, on ne les touche pas, je suis désolé. Eh oui, Il peut y avoir contact, mais c'est pas nous qui décidons. bien sûr. Ça doit être le dauphin. Il faut bien prendre conscience que quand on va à la rencontre d'un dauphin, mais de n'importe quel animal, hein, on va dans son milieu, on rentre chez lui, et c'est important d'y aller en conscience, dans le sens de respecter cet univers qui n'est pas le nôtre. Et si c'est pas le nôtre, il y a de grandes chances de faire des impairs sans nous en rendre compte. Donc, on va vraiment y aller avec le plus de douceur possible et le plus de respect possible, comme en fait on aimerait qu'on vienne vers nous. Moi, j'ai commencé, donc je disais tout à l'heure, avec le Rebirth en 92. Oui, J'en ai fait pendant plusieurs années. J'en ai même fait une formation professionnelle, je l'ai pratiqué, et puis aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'utilise vraiment, de temps en temps quand ça se présente. Mais j'ai découvert en 2006 un outil qui est absolument fabuleux. C'est plus qu'un outil, c'est même un concept, c'est la métakinébiologie, qui a été développé par un kinésiologue spécialisé qui s'appelle Philippe Berthelon, et qui intègre dedans le décodage biologique. Alors, le décodage biologique, c'est quoi? C'est
comprendre le sens des dysfonctionnements. D'accord. D'accord? Mais à un autre niveau, ça veut dire qu'il faut prendre en compte que notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur et que le premier programme de notre cerveau reptilien, c'est notre survie immédiate. Donc dès qu'il va y avoir le moindre stress pour nous ou pour l'extérieur, notre cerveau va s'adapter. C'est-à-dire que s'il y a une grande peur, soit on va fuir, mais on ne va pas savoir pourquoi. Juste on sait que c'est lui qui prend la main et qui va faire qu'on va chercher à se mettre en sécurité. Sauf que c'est pas réfléchi. Et ce cerveau reptilien, on le retrouve chez tout le monde, chez les humains, mais chez les animaux aussi. Donc j'ai intégré une grande partie de ce que j'avais compris dans mon approche par rapport aux dauphins. Pour justement générer le moins de stress possible, pour faire en sorte d'éveiller leur curiosité, de pouvoir faire que ce soit eux qui viennent à nous. Tout ce genre de choses. Voilà. Mais néanmoins, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut, ce que j'aime à dire, c'est que il ne faut pas prendre la mer comme quelque chose d'anodin. La mer, c'est un milieu qui peut être dangereux. Il y a énormément d'hommes qui sont morts en mer. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un milieu hostile. Non pas qu'elle va nous agresser, mais il faut savoir que l'eau, si on respire de l'eau, on meurt. Enfin, en tout cas, on a de grandes chances de mourir, noyé. Donc c'est en ce sens-là que la mer est hostile. Donc c'est à prendre en compte. Donc par rapport à ça, moi je me suis formé à la plongée. Je suis devenu brevet d'état de plongée sous-marine, justement, pour pouvoir accompagner les personnes en toute sécurité en mer. D'accord. D'accord. C'est quelque chose qui est essentiel. On a énormément de thérapeutes qui montent des voyages et ils font de très beaux voyages, j'en suis persuadé. Je ne les connais pas tous, mais avec les meilleures intentions. Mais il faut bien garder à l'esprit que la mer, c'est un milieu qui peut être dangereux. Pas tout le temps, et heureusement d'ailleurs, il n'y a pas souvent des accidents dans ce type de voyage. Et Asataya, c'est un endroit qui est quand même sécurisé, puisqu'on est dans un atoll en Égypte. On est dans un atoll qui fait 4 km de long, qui est protégé. Il n'y a pas de houle. Il y a des petites vaguelettes, mais c'est pas plus que ça. Au maximum, il y a 20 mètres de fond. Il y a souvent une bonne visibilité. D'ailleurs, les dauphins viennent là pour se reposer. D'accord. Ils viennent là pour se reposer. Donc la majorité du temps, ils sont là pour dormir. Et puis, ils ont des phases d'interaction entre eux, de socialisation, qui sont extrêmement importantes pour la cohésion du groupe. Donc c'est vraiment une expérience riche en sensations, en interactions. Alors, plus que riche, je veux dire qu'elle est magique. Elle est magique, ouais. Elle est magique. Après, ça va dépendre de la magie de chacun. Mais c'est vraiment des rencontres qui sont transformantes. Dans le sens où je me souviens de personnes qui sont venues, qui avaient peur de l'eau. Ils ont fait 3-4 voyages avec moi. Alors c'était parce que c'était devenu des amis et qu'ils aimaient ces voyages. Et tout seuls, en fait, ils se sont libérés de leur peur de l'eau. Et ce sont devenus des plongeurs, de vrais plongeurs qui maintenant ont du mal à arrêter de plonger. C'est-à-dire qu'ils prennent toujours 1 ou 2 fois par an des vacances pour aller plonger. C'est-à-dire qu'il y a eu presque une addiction là, au milieu marin. D'accord. La métakinébiologie, c'est vraiment la base de mon travail avec l'énergétique crânienne que j'ai créée il y a maintenant 2 ans, qui permet de façon plus énergétique de libérer des mémoires et en gros de défragmenter la machine et qu'elle fonctionne mieux. Ah, d'accord. Oui. Ok. Néanmoins, pendant ces voyages, même si je peux proposer des séances individuelles hors de l'eau quand les gens en ont besoin, mais voilà, c'est pas la thématique, je vais faire du moi. Je vais proposer du François Secaldi. Donc, je m'adapte aux besoins. La métakinébiologie, c'est un outil qui va permettre d'identifier des schémas de fonctionnement, potentiellement quand ils se sont mis en place, aussi pourquoi. Mais on va pouvoir aussi identifier quelles ont été les conséquences de ces schémas de fonctionnement. Donc, en termes de mise en conscience, bien sûr, pour pouvoir après transformer l'information. C'est-à-dire, c'est aussi une technique de gestion du stress. Oui. On sait qu'on ne peut pas changer la vie de quelqu'un, ce qui est vécu, c'est vécu. Bien sûr. Mais ce qui va être
intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes qui vivent des expériences, des séances de métakinébiologie, se rendent compte qu'en fait leur perception de l'événement après va être différente. Donc il n'y a pas de surréaction du coup par rapport à un phénomène qui se représente. C'est-à-dire, La surréaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réaction excessive qu'il pouvait y avoir par le passé. alors effectivement, les personnes, quand elles vont revivre, quand la vie va leur représenter Oui, quelque chose de similaire, dans la majorité des cas, vont être dans la capacité de prendre de la distance par rapport à l'événement. Il y en a certains qui vont être dans la capacité de ne plus être impactés, et puis il y en a d'autres qui réagiront, mais avec du recul. d'accord. Et ça dépend de chacun. Et là-dessus, on n'y peut rien. On ne peut amener les gens que là où ils sont prêts à aller. Tout à fait. Sinon après, on devient des gourous ou bien d'autres choses, d'ailleurs. C'était en Polynésie française, j'étais à Bora Bora. Je vivais là-bas, j'ai passé 15 mois là-bas, j'exerçais mon métier de moniteur de plongée. Oui, Et puis il s'est trouvé que j'étais pas bien dans cet endroit-là. Parce que, en fait, j'étais pas bien. C'est un endroit qui est magnifique, mais je traversais quelque chose de difficile. Et donc je suis revenu en France, et puis je me suis dit, je vais aller faire de l'EMDR. Parce qu'on m'avait parlé de l'EMDR à ce moment-là. Et donc j'étais du côté de Fontainebleau, et là, j'ai rencontré quelqu'un qui était d'ailleurs venu sur un de mes voyages, une des croisières que j'avais fait autour de la Corse, qui m'a reconnu. Moi, je ne l'avais pas reconnu, mais à ce moment-là, mais qui lui m'a reconnu et qui m'a dit qu'effectivement, on pouvait faire de l'EMDR, mais qu'il connaissait une technique qu'il pratiquait qui était assez efficace et qu'on pouvait faire tout de suite. Alors qu'en EMDR, il fallait déjà une séance une préséance. Donc je lui ai dit, écoute, je te fais confiance et on y va. Donc on a commencé par une séance de MKB, et ça a été assez intéressant. Et on a fait 4 séances. Et il m'a dit, écoute, j'ai jamais vu quelqu'un réagir aussi rapidement que toi à cet outil. Tu devrais contacter le concepteur et éventuellement te former. Parce que vraiment, tu as de bonnes réactions. Je dis, écoute, ok, je vais appeler et puis on va voir. Et c'est là que j'ai appelé Philippe Berthelon, on a discuté, j'ai décidé d'intégrer sa première formation en 2006. Et voilà comment j'ai rencontré la métakinébiologie. Et puis ça m'a tellement plu que en fait, dans la même année, j'en ai fait une deuxième. Et puis que je suis devenu un de ses collaborateurs. En fait, je faisais partie de son équipe de co-animation quand il faisait ses séminaires pendant plusieurs années. C'est vraiment un outil qui m'a conquis et que j'ai commencé à utiliser tout de suite et que j'utilise toujours d'ailleurs. Par exemple, en métakinébiologie, on va pouvoir travailler, on peut travailler plein de choses, il n'y a pas de limite. J'ai une personne, par exemple, qui est venue il n'y a pas très longtemps, qui avait une phobie, c'est une phobie des oiseaux. Oui. Et bien, on a fait une séance. C'était une jeune fille qui avait 13 ans. Et bien, suite à la séance, sa mère m'a fait un retour en me disant que il n'y avait plus de phobie. En fait, alors, il n'y avait plus de phobie, attention. Elle n'allait pas se jeter sur les oiseaux pour les prendre dans ses bras. Par contre, quand elle voyait un oiseau, elle n'avait plus besoin de courir en traversant la rue et en risquant de se faire renverser par une voiture. Donc, elle arrivait à gérer son stress. C'est déjà un gros pas. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les oiseaux ne lui faisaient plus peur. Alors, elle n'allait pas aimer les oiseaux, c'était pas l'objectif. Mais il n'y avait plus cette peur panique. Je pense à une autre personne qui est devenue une amie d'ailleurs, qui avait la phobie de l'eau. Et qui, dès qu'elle recevait quelques gouttes d'eau dans le nez ou dans les oreilles, tombait en catalepsie et elle coulait. Et en fait, ses amis et ses filles étaient terrorisés à l'idée de la laisser seule dans l'eau et qu'il y ait ne serait-ce que quelques éclaboussures. Donc elle est venue, elle a fait le choix de venir sur un voyage pour nager avec les dauphins en Égypte. Et là, le premier jour où on va dans l'eau, donc je lui ai demandé de venir pour voir un petit peu comment elle était dans l'eau, et effectivement, il y a une mémoire qui est ressortie. Donc on a accompagné cette mémoire-là pour la libérer. C'était une mémoire intra-utérine. Donc il a suffi juste de la rassurer pour qu'elle laisse sortir ce qu'il y avait à sortir. Et derrière,
hein, elle a pu profiter de son voyage à 100% et elle a réussi à nager sans masque, sous l'eau, en s'étonnant même que l'eau ne piquait pas. Voilà, donc c'est des petites choses qui sont, enfin petites choses, pour elle c'était quelque chose d'énorme. Oui. Mais pour moi, c'est des choses qui sont vraiment très gratifiantes. L'inversion, c'est un programme, c'est une adaptation du cerveau par rapport à un événement qui s'est passé dans notre histoire, qu'on a souvent oublié, qui a généré un très gros stress, et notre cerveau, de par sa plasticité, s'est adapté à la situation, pour notre survie. Sauf que derrière, il n'y a pas eu de réinformation. Donc il continue à fonctionner comme ça. En boucle, comme un schéma en boucle qui se perpétue. Oh, oui, en boucle, mais en fait, il s'est adapté, et après, comme on l'a pas remis à l'endroit, on va dire, eh ben, il continue à fonctionner comme ça. Donc après, en gros, il s'est adapté à du stress, à un surstress, pour pouvoir le gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cerveau, en s'inversant, va s'adapter au stress et va gérer le stress comme si c'était quelque chose de normal. Sauf qu'à partir de ce moment-là, ce qui est bon pour moi, c'est identifié par le cerveau comme quelque chose de potentiellement dangereux. Ce qui va découler dans ma vie, que toute chose que je vais vouloir faire, enfin toute chose, une grande partie de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'aime, de ce qui peut être potentiellement bon pour moi, est identifié comme potentiellement dangereux par mon cerveau. Donc il va faire quoi? Juste son boulot, puisque le premier programme de mon cerveau reptilien, c'est ma survie immédiate. Eh bien, il va s'adapter pour que je reste en vie. Et comme ce que je veux, c'est identifié comme potentiellement dangereux, mon cerveau va m'empêcher d'y accéder. Alors si j'y mets toute mon énergie, si j'y mets toute mon attention, toute ma volonté, bien sûr, je vais y arriver. Sauf qu'au bout d'un moment, une fois que j'ai accédé à ce que je voulais, je lâche, je passe à autre chose. Oui. Et à ce moment-là, ça bascule, le cerveau reprend la main, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne se maintiennent pas dans le temps. C'est ce qu'on peut associer aux croyances limitantes, quelque part, c'est ça? Aussi. On peut faire ce lien avec... Aussi. Il faut bien comprendre que pour notre cerveau, mais on ne vit que dans l'illusion. Oui. Il ne fait pas la distinction entre la réalité et les personnes. Réel, virtuel, symbolique ou imaginaire, il va tout interpréter de la même manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se passe au niveau de l'information. Oui. L'information va passer au niveau synaptial, que je vois une scène, que j'imagine une scène, que je la regarde en vidéo, ou que elle soit représentée de façon symbolique, le chemin va être le même. Oui. C'est pour ça que notre cerveau ne fait pas la différence. Et que donc, il va prendre l'information à la même hauteur. Donc, si ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Et oui. Et c'est ce qu'on va utiliser justement pour pouvoir rééquilibrer. Donc, ça peut être une clé précieuse pour justement rétablir cette inversion. Bien sûr. Ouais. Mais même pour nous, quand on en a conscience, et quand on comprend que ça se passe et que ça se présente, se rappeler qu'effectivement, réel, virtuel, symbolique ou imaginaire, mon cerveau ne fait pas la différence. Donc ça va me permettre déjà, dans un premier temps, de prendre du recul pour sortir du stress. Tout à fait. Et après, mon intellect, mon mental va pouvoir m'aider aussi à revenir dans ma vérité. Parce que la réalité, elle, c'est encore autre chose. Oui. Alors, je fais des conférences principalement sur les voyages avec les dauphins. Oui. Ce serait intéressant, effectivement, que j'envisage de faire des conférences par rapport à ces techniques Oui. et à ces outils. Parce que j'en ai quand même plusieurs maintenant, depuis plus de 20 ans. Donc, tu as une belle boîte à outils. C'est ça. Puis, j'arrête pas d'avoir envie de l'enrichir. Donc, je passe mon temps à me former parce que pour moi, c'est la plus belle découverte que j'ai pu faire, c'est moi. Donc, et c'est comme les dauphins, ça me nourrit, oui. C'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est aussi riche que les dauphins ou que la moto. Complètement. Parce que l'énergie qu'on peut ressentir sur une moto, c'est la même chose qu'on va vivre avec les dauphins. C'est de la liberté à l'extrême, c'est la liberté absolue. Avec la joie. Donc oui, je travaille en cabinet à Lyon. Oui. Et où je travaille en séance individuelle. Et puis je vais effectivement cette année commencer des formations
par rapport Pour transmettre justement. pour transmettre par rapport principalement à l'énergétique crânienne. Parce que pour la métakinébiologie, c'est Philippe Berthelon qui va transmettre. Ok. Sur mon site internet, Oui. www.metakinébiologie Oui. du 6 Oui. emdr.fr. D'accord. Et là-dessus, il y aura les techniques que j'utilise en cabinet, il y aura les voyages pour aller à la rencontre des dauphins en mer Rouge, il y aura les autres voyages, par exemple la croisière qui aura lieu au Maldives là, au mois de novembre, qui est tout nouveau pour aller rencontrer les raies mantas, les requins-baleines, les tortues, enfin voilà. Et on peut retrouver des photos et des vidéos aussi. Des photos et des vidéos, ton site. tout à fait. Et puis il y a mon site qui sert d'archive, en fait, mon ancien site qui s'appelle la Compagnie des Dauphins, en fait. Hein, c'est www.compagnie-du6dauphin.com. Et tu as une chaîne YouTube. Et j'ai une chaîne YouTube que je vais recommencer à alimenter. Parce que j'avais un petit peu perdu la main par rapport au film. Et tu dois avoir un peu de matière aussi, je suppose, avec tous les voyages. J'ai quelques. Oui. Imagine bien. J'ai quelques kilos de fichiers. De vidéos. Ouais. En tout cas, merci beaucoup François. C'était un plaisir, Johan. Le plaisir est partagé. Et puis, on se voit ce soir pour la conférence. Tout à fait. Et un peu plus tard sur le web. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.